Salut Thomas. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Thomas, tu es député La France Insoumise NUPES de Seine-Saint-Denis. Si je t'ai invité, c'est parce que tu viens de faire une conférence de presse pour annoncer une proposition de résolution qui est portée par globalement tous les députés de la NUPES pour lutter contre l'extrême droite et notamment demander une commission d'enquête sur les groupuscules violents d'extrême droite. On va y revenir, mais d'abord ce qui s'est passé hier à Nanterre avec, il faut appeler un chat, le meurtre d'un jeune homme de 17 ans dans une voiture après un refus d'obtempérer. Toi, tu es allé hier à Nanterre sur place où il y a eu des mouvements de contestation de la part de la population nanterroise, notamment dans la cité Picasso d'où vient le jeune homme. C'est quoi ta première réaction en fait quand tu as vu ce qui s'était passé, quand tu as vu derrière les réactions à la fois politiques mais aussi à Nanterre, de la population à Nanterre, qu'est-ce que tu as pensé? La première réaction, c'est de l'émotion et de l'effroi. La vidéo, elle est, tu l'as dit, sans appel. On voit un policier qui tire à bout portant sur un gamin de 17 ans qui ne menace pas l'intégrité du policier. Et c'est terrible de voir ces images-là, d'avoir son téléphone qui s'allume, tout le monde est connecté sur les réseaux et on voit la vidéo, on voit un policier qui dit arrête-toi, je te mets une balle dans la tête et qui le fait et qui tue ce gamin-là. Donc il y a beaucoup d'émotions et moi j'ai aussi une pensée pour les proches de ce jeune homme qui est décédé, qui sont dans la douleur, dans l'effroi, mais aussi dans la colère. Parce que derrière, le traitement médiatique et les premières réactions, elles sont insupportables et c'est toujours les mêmes en vérité. C'est toujours le même schéma médiatique, c'est-à-dire on a commencé à dire défavorablement connu des services de police. Qu'est-ce que ça veut dire défavorablement connu des services de police? Après on a dit casier judiciaire. Au final il s'est avéré que ce jeune-là il n'avait pas de casier judiciaire. Après on a entendu de sources policières, il aurait mis en danger la vie du policier, donc c'était légitime d'utiliser son arme. Les vidéos elles sont là aussi très claires, il n'y a pas eu de danger sur la vie du policier. Donc on a eu un certain nombre d'éléments pour salir ce jeune homme et dire que finalement entre les lignes, il aurait bien mérité parce que quand il y a un refus d'obtempérer, quand la police demande à s'arrêter, il faut s'arrêter, sinon on ne respecte pas la loi et on peut prendre une balle. Non, c'est pas acceptable. On ne peut pas mourir d'un refus d'obtempérer et c'est d'autant plus un sentiment de colère que ce n'est pas la première fois qu'on a ce type de drame et que nous alertons depuis des mois pour dire que ça ne va pas sur les refus d'obtempérer. On a eu un chiffre record en 2022 de personnes qui ont été tuées par des tirs de policiers suite à des refus d'obtempérer et nous avions dit il faut une commission d'enquête pour revoir l'évolution de la loi de 2017. On nous avait dit ça ne sert à rien, tout va bien. Non, tout va pas bien et il y a un gamin qui l'a payé de sa vie. Donc il y a un véritable sentiment de colère et je crois que c'est ce qui anime aussi les jeunes hier qui sont sortis un peu partout dans les rues parce que encore une fois, c'est un policier qui tue un gamin d'un quartier populaire et derrière, la machine médiatique se met au service de la protection du policier et ça, c'est vraiment pas à la hauteur des enjeux et ça ne fait qu'alimenter une forme de colère et de défiance. Tu l'as dit, c'est pas la première fois en fait, hélas, que ça arrive. On ne voit pas pourquoi la prochaine fois ça ne réarriverait pas, puisqu'il n'y a pas de réorganisation générale de la police. Il n'y a pas d'interrogation de la part ni de l'exécutif ni de la part du ministère de l'Intérieur sur les rapports entre la police et la population. Du coup, toi, en tant que député, en tant que membre d'un parti d'opposition, qu'est-ce qu'on fait en fait? D'abord, c'est prendre position publiquement pour dénoncer ce qui s'est passé hier et surtout pas être dans celles et ceux qui banalisent ce qui s'est passé en faisant passer ça pour un fait divers en disant « Ah, j'ai entendu, oui, c'est dommage, oui, tout le monde est ému, mais il y a toujours le mais après. Il n'y a pas de mais. Il faut que les responsables politiques, dans ces moments, ils aient une parole très claire en disant « Non, un jeune homme de 17 ans, c'est pas parce qu'il refuse d'obtempérer, quand il ne met pas en danger la vie du policier, qu'il doit décéder derrière. Un refus d'obtempérer, c'est sanctionné, c'est 2 ans de prison, c'est 15 000 € d'amende, il y a des processus judiciaires derrière pour faire condamner les personnes qui ne respectent pas qui font des refus d'obtempérer. Donc il ne peut pas y avoir de mise à mort et quelque part un rétablissement d'une peine de mort. Après, notre rôle de parlementaire, c'est d'utiliser les outils qui sont à notre disposition. Je l'ai rappelé, on a proposé une commission d'enquête, on réfléchit, on va sûrement déposer aussi une proposition de loi pour revoir la loi de 2017 et abroger le dispositif Cazeneuve. C'est un peu technique, mais en 2017, face au risque terroriste, il y a eu une disposition qui a été ajoutée où les policiers et gendarmes peuvent utiliser leurs armes sur des refus d'obtempérer quand ils considèrent que les personnes, après, dans leur fuite, vont mettre en danger d'autres personnes. Ce qui là n'était pas le cas. Et depuis cette modification, contrairement à ce que disent la majorité, il y a eu une augmentation du nombre de morts, une augmentation de tirs sur des véhicules, donc ça a engendré une accélération des gens qui décèdent. Donc il faut à minima revoir ça. Et le rôle des parlementaires, c'est de dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se met autour de la table,
on fait une commission, on fait venir des syndicalistes policiers pour les écouter, on fait venir des sociologues, on fait venir des chercheurs, on fait venir des gens d'autres pays qui ont d'autres techniques d'intervention pour voir comment ça marche. Et au final, on dépose une proposition de loi pour faire en sorte que plus de gens ne décèdent. C'est ça notre rôle de parlementaire et c'est ça qu'on va essayer de mener à bien, malgré, je dois le dire, un mur du son du gouvernement qui dit circuler, rien à voir, c'est une affaire simplement judiciaire, il faut le temps de la justice. Non, ce n'est pas une affaire judiciaire, c'est une affaire politique. Et s'il n'y a pas de réponse politique à ce qui s'est passé hier, la colère ne va pas redescendre. Alors, en parlant de mur de surdité de la part du gouvernement, c'est ce que tu as aussi dénoncé dans ta conférence de presse sur les questions des violences d'extrême droite. Ça fait longtemps que toi, tu es mobilisé sur ces sujets-là, même avant que tu ne deviennes député. Tu as parlé dans le dossier de presse, et tu l'as redit au micro, d'une accélération et d'une augmentation dans l'intensité des violences des groupuscules d'extrême droite. Est-ce que toi, depuis que tu es parlementaire, tu l'as aussi vu, c'est-à-dire depuis un an, tu l'as aussi vu cette accélération et cette augmentation de l'intensité? Oui, on la mesure de manière très constante. Il y a une augmentation à la fois dans la fréquence des agressions, des actions violentes qui sont menées, mais aussi dans la force qui est donnée à ces agressions. Enfin, on a eu il y a quelques semaines à Rennes des militants qui ont été passés à tabac alors qu'ils collaient des affiches par des militants d'extrême droite. Enfin, on a quand même vu l'attaché parlementaire d'Aurélie Trouvé qui a été fracassé dans le métro. On a nos adresses personnelles qui circulent, on a nos photos qui ont des cibles sur le visage. On a les permanences de nos députés qui sont ciblées. Tout le monde sait ce qui est arrivé à Carlos Martín Bilongo, où dès qu'il se déplace, il y a le slogan « Qu'il retourne en Afrique » qui a été tenu dans l'Assemblée nationale par un député RN. Donc il y a une accélération de la violence policière, de la violence d'extrême droite, pardon. Il y a une accélération de ces actions de ces groupuscules-là. Et si on l'a tenue aujourd'hui, cette conférence de presse, c'est parce qu'aussi, elle se fait en parallèle d'un procès qui s'ouvre à Paris depuis 10 jours, qui est le premier procès en cour d'assises de militants néo-nazis qui projetaient un attentat, qui projetait de tuer, d'assassiner Jean-Luc Mélenchon, de s'en prendre au dîner du CRIF, de s'en prendre à des musulmans, de s'en prendre au rappeur Médine, qui est une cible de la fachosphère. Et d'ailleurs, moi, il y a un élément qui m'a marqué dans les comptes rendus qui sont faits du procès. Un policier qui est venu témoigner a dit « Je n'ai jamais vu un tel niveau de préparation et un tel niveau de minutie ». Donc c'est-à-dire qu'on a aussi une accélération dans l'organisation des choses, dans la planification, dans le passage à l'acte. Ces gens sont en train de se structurer et c'est pour ça que nous, on demande une commission d'enquête. Je parlais de la surdité du gouvernement et de la surdité aussi de la majorité. Tu as rappelé tout à l'heure qu'en novembre 2022, vous aviez demandé l'ouverture d'une commission d'enquête justement sur ces groupuscules d'extrême droite et que Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, avait refusé cette commission d'enquête. Pourquoi est-ce que les institutions, et en premier lieu l'Assemblée nationale, qui est quand même dirigée par le parti présidentiel, refusent d'ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer dans notre société du côté de l'extrême droite? Je crois que c'est une excellente question pour Yaël Braun-Pivet. C'est d'autant plus surprenant pour deux éléments. Un, Yaël Braun-Pivet a porté elle-même plainte au nom de l'institution, donc au nom de l'Assemblée nationale, parce que nous sommes un certain nombre de députés à être menacés. On a reçu des tracts néo-nazis dans nos boîtes aux lettres numériques. Et je rappelle que sous la mandature précédente, où déjà c'était les macronistes qui étaient majoritaires, une commission d'enquête sur l'extrême droite avait été acceptée à l'époque par la majorité présidentielle. Donc aujourd'hui on ne comprend pas bien. Et ce qu'on a essayé de montrer ce matin, c'est que depuis la date de novembre 2022 à laquelle on l'a déposé, on a quantifié une centaine d'agressions, on a 50 groupuscules qui s'organisent. Donc nous, on est interrogatifs sur le fait que la présidente de la commission refuse qu'il y ait une commission d'enquête. Pourquoi je dis la présidente? Parce que chaque groupe parlementaire a un droit de tirage. Nous, notre droit de tirage, on l'a déjà exercé sur la question des Uber Files avec ma camarade et collègue Daniel Simonet. Mais si on dépose d'autres commissions d'enquête, la présidente de l'Assemblée nationale a le droit de la mettre en débat dans l'hémicycle et de la faire voter pour qu'après, elle soit mise en place. Donc elle aurait les moyens de dire, écoutez, c'est un sujet sérieux, on est tous menacés, on reçoit tous des menaces, il faut prendre ça au sérieux. Est-ce qu'on peut travailler sur des réponses politiques? Donc c'est dommage que sur un sujet aussi grave et qui menace directement pas que des élus, des citoyens, des militants, des associations. On voit les locaux du planning familial dans un certain nombre de villes qui sont attaqués. Je termine juste sur un exemple. À Tours, on a quand même vu un local qui abrite une association qui se bat pour les droits des LGBT, où il y a quelqu'un qui est venu, un militant nationaliste catholique, qui a jeté une bonbonne de gaz, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même des choses qui se passent dans ce pays. Et ce silence-là, il est
à minima dangereux, au pire complice. Vous avez rappelé, donc c'était toi, Sandrine Rousseau, Carlos Martins Milongo, Louis Boyard et André Torani, que vous étiez vous-même victime de ces intimidations de la part de l'extrême droite, intimidations qui parfois vont très loin. Sandrine Rousseau a par exemple rappelé que son domicile avait été recouvert d'autocollants d'Éric Zemmour et que genre, sa fille de 17 ans avait pris peur et du coup ne veut plus vivre à son domicile. Ça suscite quand même des réactions de la part, je sais pas, de la présidente de l'Assemblée nationale. Elle vous appelle, elle vous dit bon écoutez Thomas, je suis quand même de tout cœur avec vous. Je sais pas, comme on pense à ce qu'avait fait Emmanuel Macron lorsque Éric Zemmour avait été molesté dans la rue. Il l'avait appelé au téléphone pendant 1 heure pour lui dire tout son soutien. Il n'y a aucune réaction de la présidente de l'Assemblée nationale sur les menaces que nous subissons, sur le fait que nos adresses soient divulguées, sur le fait que le domicile de Sandrine Rousseau soit recollé d'autocollants, sur le fait que l'adresse personnelle de Louis Boyard circule. Il n'y a aucune réaction de l'institution, de la présidente de l'Assemblée, sur ces violences-là. C'est aussi ça qu'on dénonce, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'un côté, s'ériger en défenseur de la démocratie, faire vivre l'Assemblée nationale, dénoncer les violences quand elles sont subies par les députés de La République En Marche. Et il faut le faire à chaque fois, on a condamné toutes les violences physiques contre ces gens-là. Et quand des gens de l'opposition, et notamment de la gauche, les subissent, on ne peut pas avoir un tel silence. C'est pas sérieux, c'est pas à la hauteur des enjeux. Et encore une fois, ça donne à voir que finalement, il y aurait peut-être 2 poids 2 mesures et que quelque part, on mériterait ce qui nous arrive. Je peux vous assurer que vivre avec des menaces, moi j'ai reçu un courrier au début de ma mandature avec des menaces de mort qui est arrivé dans mon courrier, avoir ma tête qui circule dans des boucles avec une cible sur le visage, c'est pas anodin. Oui, on est des responsables politiques, on est des militants politiques, on vit avec ça et on se bat contre l'extrême droite et on sait les risques qu'il y a derrière. Mais ça pèse aussi au quotidien de savoir qu'on est des cibles pour ces gens-là. Et un soutien de l'institution, à minima des mots de la présidente, serait les bienvenus. Un des arguments qui est utilisé notamment par le parti présidentiel pour parler des violences d'extrême droite, enfin plutôt un parallèle problématique, c'est de mettre en regard les violences d'extrême droite et puis les violences d'extrême gauche. Tout à l'heure, André Torani a dit oui, la principale différence entre les violences d'extrême gauche et les violences d'extrême droite, c'est que les violences d'extrême gauche, elles s'attaquent aux biens, alors que les violences d'extrême droite s'attaquent aux personnes. Et c'est vrai que ça fait quand même une grosse différence. Est-ce que toi, c'est aussi comme ça que tu sépares les deux et que du coup, tu dis qu'il ne faut pas mettre les deux sur le même plan? Bien sûr qu'il n'y a pas de parallèle à faire entre les deux, et c'est ce que font les macronistes en disant dès qu'on parle d'extrême droite, ils nous renvoient à l'extrême gauche. Mais je l'ai rappelé tout à l'heure, les dernières personnes qui sont aujourd'hui décédées, qui ont été assassinées, ce sont par des militants d'extrême droite. On a tous en mémoire Clément Méric, ça fait 10 ans, personne ne l'a oublié. Ce qui s'est passé par des militants néo-nazis du groupuscule Troisième Voie qui sont venus le passer à tabac et l'ont tué. Le joueur de rugby, Federico Martina Rambourou, a été assassiné par des militants du GUD. Les 3 militantes kurdes en plein Paris ont été assassinées sur des motifs racistes. Les agressions physiques, elles viennent de l'extrême droite. Le combat qu'on mène, nous à gauche, c'est contre le système capitaliste. Alors des fois, effectivement, il y a des mouvements de contestation qui s'apprennent à des symboles qui peuvent être des façades de banque. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose de manifester de manière véhémente devant un symbole du capitalisme financier que d'aller tuer de quelques balles dans la tête un joueur de rugby argentin parce qu'il s'était opposé plutôt dans la rue aux propos racistes tenus par des militants d'extrême droite. Donc il n'y a aucune comparaison possible et aucun parallèle possible entre les deux. Et justement, faire ce parallèle-là, c'est très dangereux. Et quand on entend Gérald Darmanin, qui est plutôt le ministre des violences policières et quelque part le ministre porte-parole de l'extrême droite, aujourd'hui parler de terrorisme intellectuel, ces notions qui étaient dans l'ADN de l'extrême droite. Quand il vient à l'Assemblée parler de Jacques Bainville, l'historien de l'Action française, quand on parle de réhabiliter le maréchal Pétain, ces gens sont des accélérateurs de la violence d'extrême droite et ils ne s'en rendent même pas compte, je pense. Et donc c'est ça qui est extrêmement dangereux. Ils jouent un jeu qui est dangereux et moi j'ai pas envie que dans quelques semaines, on ait un drame qui se produise et qu'on vienne faire le tour des plateaux télé en disant ça fait combien de mois qu'on vous alerte, ça fait combien de plaintes qu'on a déposées, combien de signalements on a fait pour des gens qui nous ciblent et vous n'avez pas réagi. Quel lien tu établis entre ces groupuscules violents d'extrême droite que tu quantifies dans ton dossier, tu dis qu'il y en a à peu près une cinquantaine en France, et les parlementaires d'extrême droite qui siègent à l'Assemblée nationale? Il y a évidemment une filiation idéologique indéniable. Je rappelle quand même qu'ils n'étaient pas encore députés, mais ce sont les mêmes qui étaient des responsables du Rassemblement national qui s'étaient mobilisés pour s'opposer
à la dissolution des générations identitaires. Ces gens avaient participé à des manifestations pour s'opposer à la dissolution d'un groupe qui menait des actions et qui appelait à la haine au nom de la race. On a eu un exemple des liens très forts qui existent, puisqu'il y a le fils d'un député du Rassemblement national qui aujourd'hui qui a été mis en garde à vue et qui a une enquête sur des appels à la haine, je crois, et sur des questions de racisme, puisqu'il s'occupe d'un groupuscule d'extrême droite à Albi qui s'appelle Patria Albijas, dont on demande aussi la dissolution. On a vu à la manifestation des néo-nazis l'autre jour, il y avait deux proches de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Et malgré le fait qu'ils ont essayé de dire que ces gens-là n'étaient plus dans l'entourage du Rassemblement national, c'est eux qui passent les contrats au Parlement européen, notamment pour la diffusion de brochures. Donc il y a des liens idéologiques, il y a des liens, on a vu des assistants parlementaires qui gravitent dans ces groupes-là, qui passent leur soirée avec ces gens-là, qui font des manifestations avec ces groupuscules-là. Donc il y a un lien idéologique, un lien politique, et en vérité c'est deux faces d'une même pièce. Vous avez l'extrême droite parlementaire qui se veut respectable, mais qui tient des propos racistes dans l'hémicycle. On a même eu, c'est passé un peu sous silence la semaine dernière, un débat sur la douane où ils ont déposé un amendement pour dire que ceux qui devaient être dans la réserve opérationnelle de la douane, ça devait être que des vrais Français et ils voulaient l'interdire aux binationaux. Donc ils sont venus déposer ça dans l'Assemblée et de l'autre côté, vous avez tous ces groupuscules-là qui voient qu'ils ont 88 représentants à la tribune, qui sont sur les plateaux télé, qui encouragent toutes les actions et qui derrière se sentent la voie libre et mènent des actions qui sont extrêmement dangereuses. Alors justement, c'est ma dernière question. Vous avez un plan pour cibler particulièrement ces 88 parlementaires d'extrême droite. C'est quoi le plan? C'est de démasquer l'imposture sociale et l'imposture écologique de ces députés-là. On a entendu beaucoup de médias qui ont dit Marine Le Pen est une opposante à la réforme des retraites, le programme social de l'extrême droite qui va répondre aux besoins des territoires, aux besoins des populations. Donc nous, on va déployer un arsenal de tracts. On va faire 88 tracts, il y a 88 députés, 88 tracts ciblés sur chaque député. Et on ira dans chaque circonscription du député RN avec un tract, avec son nom, les votes qu'il a fait à l'Assemblée nationale pour dire aux gens vous n'arrivez pas à bouffer à la fin du mois. Vos loyers n'ont pas été plafonnés. Les responsables, ce sont des députés du Rassemblement national qui ont voté avec les macronistes pour faire en sorte que vos conditions de vie se dégradent. On aura aussi une campagne d'affiches, on va produire un certain nombre d'argumentaires pour démonter des discours qui peuvent trouver une certaine réception dans la société. Par exemple, je pense à l'aide médicale d'État qui est un sujet majeur où on a eu un débat à l'Assemblée où droite et extrême droite d'ailleurs étaient ensemble pour dire l'aide médicale d'État c'est un scandale, les Français ne peuvent plus se soigner à cause de l'aide médicale d'État. Je rappelle que c'est 0,5% des dépenses de la sécurité sociale et si les Français ne peuvent plus se soigner c'est parce qu'il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'hôpitaux, les services d'urgence ferment mais ce n'est pas à cause de l'aide médicale d'État. Donc on a aussi un travail de bataille idéologique très fort pour démonter l'argumentaire de l'extrême droite. Donc on va se déployer partout et on tiendra aussi des réunions publiques dans des endroits où il y a des députés d'extrême droite, où il y a des mairies Rassemblement national, pour mener une bataille idéologique de terrain au plus près des habitantes et des habitants. Alors je sais aussi, et ce sera ma toute dernière question, que chaque député de la France insoumise aura en charge, entre guillemets, un ou deux députés du Rassemblement national. En gros, il surveillera un peu ses faits et gestes, qu'il dira en commission, etc. Ça consistera en quoi? Oui, là, ce que j'ai évoqué, c'est la campagne du mouvement La France insoumise. Et sur le groupe parlementaire, on travaille avec Damien Maudet, qui suit ces questions avec moi, d'une organisation plus opérationnelle sur l'extrême droite parlementaire. Donc il y aura un député référent par commission. C'est-à-dire que moi je siège en commission des lois, il y aura un député qui sera chargé en commission des lois de regarder ce que fait l'extrême droite, ce qu'elle dépose comme amendement, ce qu'elle tient comme propos, parce que les commissions c'est plus feutré, donc les propos sont souvent plus horribles à entendre. Il y aura aussi, à chaque fois qu'on a l'agenda parlementaire, on sait qu'il y a je sais pas, 10, 12 lois qui arrivent dans les prochaines semaines, chaque député prendra une loi, la suivra, regardera les positions de vote de l'extrême droite, les amendements qu'il dépose là aussi. Et après, effectivement, on a 88 députés. Alors, ce sera pas, déjà, nous, on est 75, donc on va s'en répartir plusieurs. Et l'idée, c'est de regarder ce qu'ils font, de regarder les positions qu'ils prennent. Par exemple, de dire, dans votre circonscription, il y a des hôpitaux qui ferment. On ne vous a jamais vu devant l'hôpital pour défendre l'hôpital public. Vous n'avez participé à aucune mobilisation contre la réforme des retraites. Vous ne défendez pas les petits commerçants parce que vous vous opposez à la fin des tarifs régulés. Donc tout ça, c'est aussi pour montrer que l'extrême droite parlementaire, c'est quelque part une route secours de la Macronie, que toutes les lois qui sont votées, elles sont faites avec l'extrême droite, et qu'en vérité, leur agenda, il est néolibéral et il n'est pas au service de l'intérêt des gens. Merci beaucoup Thomas. Merci Pablo.